journée, bienvenue à tous dans Économie, le MAG. Au sommaire de cette émission, 5,4 milliards de dollars, plus de 4 milliards d'euros, c'est le montant octroyé par la communauté internationale à la bande de Gaza lors de la conférence des donateurs ce week-end au Caire. Un chiffre bien au-delà des espérances de l'autorité palestinienne qui estimait le coût de la reconstruction à un montant de 4 milliards de dollars. Et de leur côté, les États-Unis tapent du poing sur la table. Pour John Kerry, cette aide à la reconstruction doit pousser les parties à se rasseoir à la table des négociations. Pour sa part, le secrétaire général de l'ONU, Ben Ki-moon, est en visite ce lundi en Israël et dans les territoires palestiniens. Il est attendu dès demain dans la bande côtière. Et en attendant sur le terrain, les Gazaouis s'organisent avant de voir arriver tracteurs et gros œuvres. L'heure est à la débrouille. Les ouvriers fouillent les décombres afin de trouver des matériaux qui pourraient aider à une reconstruction partielle des bâtiments. Fer, métal, tout est bon à prendre. Voilà pour les titres avant de passer en revue l'actualité économique internationale. Un mot du prix Nobel d'économie qui vient d'être attribué à Jean Tirole, 61 ans, et qui a reçu la prestigieuse distinction ce lundi. Le chercheur à l'université de Toulouse est primé pour son analyse de la puissance du marché et de la régulation. C'est ce qu'a annoncé le jury dans un communiqué. Après Patrick Modiano en littérature, c'est donc le deuxième Français à recevoir un prix Nobel cette année. La Chine, à présent, a enregistré un rebond surprise de ses importations en septembre après plusieurs mois de repli ainsi qu'une progression plus robuste que prévu de ses exportations. Des signaux positifs accueillis toutefois avec prudence par les experts. Les importations du géant asiatique numéro 1 mondial, les échanges de produits manufacturés ont progressé de 7% sur un an le mois dernier à 182 milliards de dollars. C'est ce qu'ont annoncé les douanes chinoises. On écoute tout de suite le porte-parole de l'administration des douanes en Chine. Le développement du commerce extérieur de la Chine est entré dans une nouvelle phase et est dans une période de transition structurelle. Le commerce extérieur de la Chine est passé d'une phase de croissance très rapide à une croissance moyennement rapide. Je pense qu'en dehors de la vitesse de croissance, il faut nous concentrer sur la qualité et l'efficacité du développement de notre commerce extérieur. Et du côté du marché européen, les taux sont en baisse, moins 4% la semaine dernière, et cela continue. En cause l'incertitude des marchés dans l'attente de la réponse de la Banque centrale européenne qui devrait statuer sur une éventuelle injection de liquidités supplémentaires. Autre raison, la décision vendredi dernier de l'agence de notation Standard & Poor's de maintenir la note AA de la France, mais en abaissant de stable à négative les perspectives de croissance. En France, le projet de budget 2015 sous la menace d'un rejet par la Commission européenne va entamer mardi son marathon à l'Assemblée nationale où les fractures à gauche risquent de ressurgir. Construit sur l'hypothèse d'une croissance de 1%, le troisième budget du quinquennat Hollande prévoit une baisse d'impôts, des économies massives et un déficit public en légère baisse à 4,3% du produit intérieur brut. Et puis, toujours en France, l'Elysée a tenté une nouvelle fois d'éteindre l'incendie suite aux propos de Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, qui avait, je vous le rappelle, déclaré souhaiter une réforme de l'assurance chômage. Des propos qui ont provoqué l'ire des membres du PS. On écoute la réaction de Claude Bartolone, membre du Parti socialiste et président de l'Assemblée nationale. J'appelle tous les membres du gouvernement, tous les responsables politiques, de faire attention lorsqu'il y a une mesure d'annoncer. N'installons pas dans la société française le fantasme de quand ça va mal, on demande des efforts pour que ça aille mieux. Quand ça va mieux, on demande des efforts toujours au même pour que ça aille bien. Et quand ça va bien, on demande des efforts pour que ça n'aille pas mal. Et pour conclure, en Israël, le cabinet ministériel a approuvé le budget de l'État pour 2015. Il comprend une augmentation de 6 milliards de shekels pour le secteur de la défense, un budget critiqué par les économistes et d'anciens membres du Trésor. Ces derniers pointent du doigt le manque de réformes structurelles pour renverser le ralentissement de l'économie. On passe à présent au sujet du jour. Gaza panse ses plaies après les 50 jours de conflit qui ont eu lieu entre Israël et le Hamas l'été dernier. La communauté internationale a promis au Caire 5,4 milliards de dollars d'aide pour la reconstruction de la bande côtière. Une conférence à laquelle Israël n'a pas été invité à participer. On fait le point avec Anthony Less, mais on en parle tout de suite après avec notre invité. Comme un air de déjà-vu. 5 ans après l'opération Plomb durci, la communauté internationale s'est de nouveau réunie pour financer la reconstruction de Gaza.
Au Caire, 50 pays ont promis d'aider le territoire palestinien. Le plus grand contributeur est le Qatar. La monarchie pétrolière a promis 1 milliard de dollars. Suivent les États-Unis avec 212 millions. Au total, les Américains auront déboursé dans l'année 400 millions de dollars pour aider l'enclave palestinienne. La Norvège, très active sur cette séquence diplomatique, dévoile que les sommes promises sont supérieures aux attentes même de l'autorité palestinienne. Ramallah avait en effet présenté un plan de reconstruction de 4 milliards de dollars. Les participants se sont engagés à hauteur de 5,4 milliards de dollars américains. La moitié de cette somme sera consacrée à la reconstruction de Gaza. D'autre part, une partie de l'aide sera débloquée dès que possible afin d'apporter des améliorations rapides à la vie quotidienne des Palestiniens. Israël est le grand absent de cette conférence. Principal intéressé, le Qatar s'est opposé à la représentation de l'État hébreu. Pourtant, c'est bien Tel Aviv qui décide de l'ouverture ou non des points de passage. Une ouverture primordiale pour faire passer des matériaux de reconstruction. Israël, par souci de sécurité, veut s'assurer que ces matériaux ne serviront pas à la construction de tunnels. Des garanties qui peuvent retarder l'acheminement de l'aide. Je tiens à confirmer que le succès de l'opération de reconstruction de Gaza sera effectif seulement s'il existe une ouverture, des points de passage frontaliers avec Israël. Une ouverture qui devrait faciliter le développement économique et social. Un certain pessimisme règne parmi la communauté internationale. Les risques d'un nouveau conflit ne sont pas écartés et les chancelleries, à l'image de John Kerry, appellent une nouvelle fois une solution politique. L'ONU semble décidée à superviser de près les efforts de reconstruction. Au regard de tous les efforts qui sont faits pour aller de l'avant et construire un avenir meilleur, je crois qu'il est important d'être sur le terrain. C'est pourquoi j'annonce aujourd'hui que je vais me rendre à Gaza mardi pour écouter directement les habitants, évaluer la situation de mon point de vue et contribuer à faire avancer nos efforts de reconstruction. Après la guerre de juillet et août entre Israël et le Hamas, quelques 100 000 Palestiniens se sont retrouvés sans abri dans la bande de Gaza. Le PIB devrait diminuer de 20% au cours des 9 premiers mois de 2014 par rapport à 2013. Et pour faire le point, notre invité du jour nous a rejoint, Thibault de la Baronnière. Bonjour, vous êtes analyste économique. Alors, 5,4 milliards de dollars d'aide aux Gazaouis, dont 450 millions octroyés par l'Union européenne. À quoi cela va servir exactement et comment va se répartir cette aide? Alors, la répartition, elle est simple. Ça va être 50% pour la reconstruction et 50% pour à la fois relancer l'économie et pourvoir aux besoins directs des populations palestiniennes. À quoi ça va servir exactement? C'est tout le problème. Historiquement, l'United Nations Relief Works Agency s'est montré incapable de traquer exactement la façon dont l'argent était dépensé et dont les ressources étaient, et la façon dont les ressources étaient utilisées. Alors, on a l'impression que la communauté internationale fait un pari sur l'avenir. Est-ce que développement économique rime avec paix et stabilité? Normalement oui, mais en l'occurrence avec un tel sommet, on a l'impression qu'on a mis la charrue avant les bœufs dans la mesure où on est encore qu'en situation de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas et qu'on est déjà en train de parler de reconstruction alors même qu'il n'y a pas les fondements d'une paix durable entre les deux parties. Alors, on l'a dit, hein, le grand absent de cette conférence était bien sûr Israël. Quelles sont les conditions émises par l'État hébreu pour que cette aide soit aménagée et quelles sont les garanties que Israël reçoit en retour pour sa propre sécurité? Et vous avez tout à fait raison. On a l'impression que Israël est en train de perdre la paix en n'étant pas présent à ce sommet. Le point clé d'Israël, c'est de savoir ce qui va vraiment être fait des ressources matérielles qui vont être fournies à la bande de Gaza. Et en l'occurrence, justement, l'United Nations Relief Works Agency, qui est en général chargée de traquer ce qui se passe dans la bande de Gaza, s'est révélée historiquement incapable de suivre l'utilisation qui était faite du béton, du ciment et de toutes ces ressources permettant de construire. Et c'est comme ça que des dizaines de tunnels ont été construits avec des équipements qui venaient d'Israël. Donc pour l'instant, pas vraiment de solution envisagée. Rien de concret qui satisfasse Israël dans ce qu'on voit pour l'instant d'après les communiqués. Il faut savoir qu'en dépit de ce qui est dit, il y a près de 5000 camions qui sont passés de janvier à août vers la bande de Gaza depuis Israël, en dépit même de la guerre. Donc le blocus n'est pas tel qu'il est décrit par les Palestiniens. Alors cette guerre, donc c'est la troisième en l'espace de 6 ans qui s'est déroulée dans la bande de Gaza.
Gaza, on a senti une certaine lassitude de la part de la communauté internationale. Catherine Ashton, je cite, a déclaré « Cela doit être la dernière fois que l'on appelle la communauté internationale à reconstruire Gaza ». Est-ce que, selon vous, c'est envisageable? L'histoire bégaye, en effet, tous les 2 ans, on se réunit, on recommence. Le fait est qu'il y a beaucoup de paroles, mais peu d'actes de la part de la communauté internationale. Alors on appelle à un retour à la table des négociations, mais ça ne résout pas le problème fondamental qui est qu'Israël est bordé par une organisation terroriste qui menace sa sécurité en permanence et qui conteste l'existence même d'Israël. Donc c'est quand même assez compliqué d'imaginer Israël négocier en direct. Il y a peut-être d'autres problèmes en tête de la communauté internationale, comme l'État islamique? Exactement. Il faut dire que c'est une bonne façon de botter en touche sur le sujet de la bande de Gaza, pendant que la plupart de ces mêmes pays sont préoccupés par la situation en Syrie et en Irak et sont activement impliqués là-bas. En deux mots, le Qatar a promis la plus grosse contribution, à savoir $1 milliard. Question de relations ou de moyens, selon vous? Les deux. En l'occurrence, les monarchies pétrolières ont plus de moyens financiers en ce moment que les pays occidentaux qui sont un peu exsangues économiquement. Et en plus, évidemment, c'est connu comme le loup blanc que le Qatar et le Hamas sont très proches l'un de l'autre. Donc c'est une collusion d'intérêts. Merci beaucoup Thibault pour toutes ces explications. Et puis en attendant cette aide, les habitants de la bande de Gaza s'organisent. Les ouvriers de chantier tentent de collecter leurs propres matériaux. Regardez. À Gaza, les travaux de reconstruction ont commencé. Ces ouvriers fouillent les décombres et tirent ce qu'ils peuvent des débris des bombardements. Après que les Israéliens ont bombardé toutes les maisons et tous les bâtiments, on sort le fer du ciment à cause des restrictions du blocus sur Gaza. On casse les pierres pour en faire de nouveaux blocs et sortir le métal, parce qu'on ne peut pas avoir de nouveaux matériaux à Gaza. La récupération est obligatoire à Gaza depuis le blocus imposé par Israël en 2006. Les habitants ne peuvent plus importer des matériaux de l'extérieur. Les 50 jours de guerre de juillet et août ont fait plus de 2100 morts palestiniens et 73 israéliens. Selon l'ONU, les combats ont aussi détruit 80 000 maisons. 63% des jeunes étaient déjà au chômage avant la guerre et le PIB va baisser encore de 20% cette année. Une reconstruction est nécessaire, mais elle a ses conditions. Quand on parle de reconstruction, il y a 2 aspects importants. Le premier est l'arrivée du matériel de construction à travers tous les points d'entrée, sans conditions et sans restrictions. Le deuxième est la disponibilité des fonds pour la reconstruction. S'ils nous donnent cela, si Dieu le veut, nous pourrons tout reconstruire en 2 ou 3 ans. De nombreux dossiers nécessaires à un développement économique sont toujours en négociation avec les Israéliens. Au cœur de ces revendications, la distance de pêche autorisée et la rénovation de l'aéroport. Et on passe à présent à la rubrique Media Watch. Et Laura Duhamel nous a rejoint sur ce plateau. Laura, bonjour. Alors aujourd'hui, vous nous parlez d'Amazon qui continue de faire polémique. Oui, alors le front anti-Amazon s'organise en Europe. C'est en tout cas le titre d'un article du journal Les Échos, car effectivement Amazon, qui était déjà dans le collimateur des libraires, eh bien, vient encore d'en rajouter une couche. Il vient de lancer son offre illimitée en Allemagne et en France, alors que se tenait justement la foire du livre à Francfort. Alors concrètement, Amazon Unlimited, c'est son nom et ce sera une sorte de Netflix du livre. Et c'est un concept qui existe déjà en Grande-Bretagne et aux États-Unis, moyennant un abonnement de 9,99 € par mois. Les clients pourront lire, en tout cas en théorie, autant de livres qu'ils le souhaitent. Un nouveau front donc vient de s'ouvrir dans cette croisade du web que mène Jeff Bezos. Alors comment ça se présente, Laura? Est-ce que ça va marcher? Alors rien n'est moins sûr, les libraires peuvent encore dormir sur leurs 2 oreilles et ce pour 2 raisons. Alors la première, Amazon n'est pas pionnier en ce domaine, loin de là, il existe déjà plusieurs concurrents même très sérieux sur le marché. Par exemple, YouScribe en France, YouScribe qui réunit déjà 17 millions d'abonnés. Et puis d'autre part, Amazon est encore loin, voire même très loin de proposer cette offre illimitée parce que pour cela, eh bien, il doit d'abord réunir l'accord des ayants droit des auteurs et des éditeurs. Ces derniers on sans doute risque de n'être pas très coopératif. D'ailleurs,
Pour l'instant, aux États-Unis et en Grande-Bretagne, l'offre est surtout composée d'auteurs auto-publiés de best-sellers type Harry Potter. C'est dire qu'Amazon n'est pas au bout de ses peines. Alors on continue Laura avec Microsoft et une déclaration de son patron qui a fait des vagues. Et oui, Satya Nadella, le patron de Microsoft, a fait jeudi une déclaration des plus étranges. Il a expliqué que les femmes ne devraient pas demander d'augmentation. Pourquoi ? Eh bien parce que selon lui, les différences de salaire dépendent du karma. Un bon karma permettrait un bon salaire et inversement, le tout déclaré devant un public réuni pour célébrer quoi ? Pour célébrer les réussites des femmes dans le high-tech. Il avait visiblement choisi son moment. Évidemment, Satya Nadella s'est empressé de s'excuser via ce tweet très conformiste, je cite, c'est à l'industrie du high-tech de réduire les écarts de salaire pour que les femmes n'aient pas à demander d'augmentation. Un retour donc attendu au politiquement correct. Merci beaucoup Laura, c'est la fin d'Économie Le Mag. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, l'information continue sur i24 News. Belle journée à tous.